nous intéresser aujourd'hui à la mobilité internationale des cadres chez Decathlon et ses ressorts spécifiques, en particulier organisationnels, culturels. Donc, pour ce faire, nous avons le très grand plaisir d'accueillir parmi nous Sissoko et Karel Youn. Les deux sont auteurs d'un ouvrage collectif que je peux faire circuler par ailleurs. Euh, il est intitulé Décathlon ou les tactiques de la vertu, et sorti cette année chez Sciences Po. Et Sidi et Karel vont présenter des éléments de leur enquête en focalisant sur le développement de Décathlon dans l'hémisphère sud. Un chapitre de cet ouvrage vous a été distribué au moment de votre inscription. Donc, c'est une enquête qui est passionnante et facile d'accès pour un livre en sciences sociales surtout, hein. Donc, je vous conseille à tous et à toutes de le lire et peut-être aussi de l'acheter. Donc, cet ouvrage peut se lire en complément d'une enquête ethnographique sur le travail et les travailleurs chez Decathlon. Donc, je vais vous présenter un autre ouvrage, donc celui-ci que je peux faire circuler aussi par la même occasion, donc qui est basé sur immersion de 3 mois comme salarié dans l'entreprise Decathlon. Ce livre est signé par Maxime Kijou et Karel Youn. Il est intitulé Gilets bleus, les faux semblants de l'autonomie au travail à Decathlon, paru cette année chez Raison d'Agir. Donc, un mot sur nos deux invités d'aujourd'hui. Sissoko est chercheur au CNRS. Il est rattaché au Centre lillois d'études et des recherches sociologiques et économiques, le CLERC. Ses recherches ont d'abord porté sur les rapports entre les travailleurs du secteur informel et l'État au Ghana et au Sénégal. Donc, on l'a invité à ce sujet déjà ici à l'IRES il y a peut-être 2 ans. Et par la suite, elle s'est également intéressée à la mise sur agenda des politiques publiques des corridors de transport sur le continent africain. Il mène actuellement une enquête sur la judiciarisation des conflits du travail au Sénégal. Karel Youn est également chercheur au CNRS et directeur adjoint de l'IDHES Nanterre. Il travaille sur la démocratie sociale, le syndicalisme, les relations professionnelles, ainsi que sur l'action collective au sens large. Ses recherches actuelles portent sur le syndicalisme et la citoyenneté industrielle, la compréhension du changement syndical et la réforme de la représentativité et la promotion de la démocratie sociale en France. Donc, maintenant, un mot sur l'organisation de cette séance. On va donc commencer avec l'intervention de Karel et de Sidi. Celle-ci devrait durer une vingtaine de minutes, hein. Et par la suite, je vous propose une petite discussion de ma part et elle sera suivie par les observations de Sana, donc qui est syndicaliste CFDT chez Decathlon, qui nous a fait le plaisir de venir aujourd'hui. Luico Guarel, qui était initialement prévu annoncer, s'excuse pour des raisons de santé. Donc chacun de nous va parler une quinzaine de minutes, hein. Ensuite, on va donner la parole à nouveau à Sidi et à Karel pour répondre aux interventions. Et ensuite, on va ouvrir la discussion avec la salle. On aura éventuellement la possibilité d'aller un peu au-delà de midi si nécessaire, même si Karel, si j'ai bien compris, doit partir vers midi, hein. Donc, avant de donner la parole à Sidi et Karel, je voudrais vous signaler que cette séance, elle est enregistrée. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Elle est aussi, elle sera mise à disposition sur le canal YouTube de l'IRES, comme toutes les séances que nous avons fait ici à l'IRES dans le cadre du séminaire international. Donc, bonne séance à nous tous et je donne la parole à Sidi et à Karel pour leur intervention. Merci beaucoup. Merci. Ou on peut faire un petit tour de table et j'ai surtout oublié peut-être de Sana, demander à Sana de se présenter rapidement. On va commencer avec. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sana, je suis déléguée syndicale à la CFDT et je suis aussi salariée de l'entreprise Decathlon depuis 6 ans maintenant. Dans l'entreprise Decathlon, j'ai gravi tous les échelons. Donc, je suis pas rentrée en tant que temps partiel vendeuse et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir responsable service client. Et donc, je compose la structure du magasin avec le directeur. Voilà, j'ai 45 ans, je suis lilloise d'origine, donc du coup, je connais bien la sphère Mullier et les impacts qu'il peut y avoir.
Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est une première pour moi, donc premier exercice, donc merci de votre indulgence. Ravi donc de vous avoir ici. Donc, Marcus Hermans, je me suis déjà présenté. Jean-Louis Bénard, retraité, ancien conseiller technique de l'IRES à l'IRES de l'UNSA. Voilà. Et toujours évidemment intéressé par les problématiques. Mon président de chercheur à l'IRES en sociologie. Barrière, postdoc l'IRES. François-Xavier l'Université de Lille, l'IRC et l'IRES. Jean-Marie Pernaut, chercheur associé à l'IRES. Et Guimard, conseiller technique FO. Frédéric Loret, directeur de l'IRES. Émeline de Bébé, maître de conférence à Rouen en sociologie. Geoffrey Sinet, chercheur associé, économiste. Sissoko, chercheur de CNRS. Et Karel, chercheur de CNRS. On démarre? Ok, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, on s'est réparti la parole, Sylvie et moi. Donc je vais faire une présentation un peu générale de l'enquête et puis ensuite, il reviendra plus en détail sur la thématique pour laquelle vous nous avez sollicité aujourd'hui. Donc, c'est le chronomètre, bien sûr, de tenir dans mes 10 minutes. Donc, pour vous donner une idée générale de l'ouvrage, donc, qui s'intitule Décathlon, les tactiques de la vertu, sociologie politique d'une entreprise citoyenne. En fait, une des motivations de l'ouvrage, alors si ça veut bien fonctionner, on peut partir d'une déclaration de Barbara Martine Coppola, qui a été la directrice générale de Décathlon, du groupe Décathlon à l'international, qui l'est plus depuis pas très longtemps, qui déclarait dans un entretien pour la presse française, pour l'Express, la rentabilité n'est pas l'objectif prioritaire. Et la force de Décathlon, c'est son aspect humaniste avec de très belles valeurs. La rentabilité n'est pas l'objectif prioritaire, c'est plutôt un moyen d'investir. Donc cette idée qui est mise en avant par la DG de l'entreprise, vraiment d'une entreprise qui serait finalement davantage au service du bien commun plutôt qu'orientée par l'objectif de réaliser du profit, ça s'inscrit dans toute une histoire en fait d'un capitalisme vertueux. Alors je ne veux pas revenir dans le détail de cette longue histoire, mais simplement pour en donner quelques points de repère historiques. Voilà, sur la longue histoire du capitalisme et des grandes compagnies maritimes, l'invention de la forme juridique de la société anonyme, tout ça participe aussi de moments où l'entreprise privée était naturellement d'emblée perçue comme une entreprise au service d'objectifs communs. L'État considérait qu'il n'y avait pas forcément les ressources pour engager les grands travaux d'infrastructure, pour garantir les déplacements commerciaux entre les continents, etc. Et donc solliciter l'initiative privée pour tout ça. Donc à l'origine de la forme de la grande entreprise, il y a en fait des liens très étroits en fait entre initiative privée et objectifs relatifs à un bien commun. La forme juridique de la société anonyme comme société de capitaux, c'est un moyen justement pour répondre à des besoins en termes d'infrastructures ou autres que l'État ne pouvait pas couvrir. Plus tard dans l'histoire du développement capitaliste, l'invention du paternalisme patronal au moment où se développe un capitalisme industriel participe aussi de cette logique où pour fixer une main-d'œuvre, notamment les main-d'œuvre salariées qui se transforment, les grands patrons développent des politiques sociales attentives à la santé de leurs ouvriers, à leur logement, etc., avec cette idée que souvent en tant que patron chrétien, ils peuvent avoir des responsabilités vis-à-vis de leur travail. Tout ça pour insister sur cette idée que l'idée que le capitalisme puisse être vertueux, c'est pas forcément une nouveauté, mais ce qui est un peu plus nouveau, c'est l'institutionnalisation progressive de politiques qui vont se revendiquer de la responsabilité sociale des entreprises. Un des jalons dans cette histoire, ça a été la publication de l'ouvrage de Bowen, Social Responsibilities of the Businessman, où là, un petit retournement justement par rapport à ses origines, l'idée que le chef d'entreprise doit assumer des finalités qui dépassent la simple recherche du profit et plutôt penser dans une logique stratégique qui est dans un contexte où se développe un État-providence, où se développe un mouvement syndical qui impose des régulations collectives, l'idée que les chefs d'entreprise ont intérêt
à développer leurs responsabilités privées pour fixer leurs propres règles, plutôt que d'attendre que la régulation publique leur impose des contraintes un peu trop pesantes. Vraiment, voilà, les multinationales se sont de plus en plus investies sur des terrains qui relevaient auparavant de la seule prérogative des États et qui ont conduit donc à poser les enjeux de responsabilité sociale et environnementale vraiment au premier plan de leur politique. Voilà, au point où aujourd'hui, la responsabilité sociale des entreprises ou la responsabilité sociale et environnementale puisse être présentée par tout un tas de promoteurs de ces politiques comme un instrument de réforme du capitalisme. Là, j'ai fait référence à un numéro d'acte de la recherche en sciences sociales qui revenait un peu sur ces éléments. Dans cette idée qu'aujourd'hui, la RSE, qui pendant toute une période pouvait être simplement un supplément d'âme que les entreprises pouvaient se donner, est devenu un élément stratégique des politiques des entreprises. Je reprends une définition qui est celle de l'OIT de la RSE, une façon pour les entreprises de prendre en considération l'impact de leurs activités sur la société et d'affirmer leurs principes et leurs valeurs, à la fois dans leurs méthodes et dans leurs procédures et leurs actions avec les autres acteurs. La RSE est volontaire, résulte d'une initiative de l'entreprise et se réfère à des activités instruments qui sont considérés comme dépassant la simple conformité à la loi. Alors, comment on s'est positionné par rapport à ces enjeux de la RSE? Ça a été d'essayer de se mettre à distance à la fois des discours de l'inanité et de la promesse. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il peut y avoir du côté d'une sociologie critique de la RSE, une sociologie qui met en avant toute l'idée que la RSE, ce serait une pure et simple façade d'un capitalisme qui finalement ne changerait pas. Les finalités du capitalisme étant toujours les mêmes, exploiter le travail, exploiter le vivant, la RSE, ce serait simplement un enrobage idéologique qui permettrait de faire avaler la pilule. À l'inverse, d'autres postures, qu'on va plutôt trouver du côté des sciences de gestion, vont accompagner les promesses de la RSE en disant, voilà, partant de l'évidence qu'il est rentable d'être vertueux et que, à ce titre, les grandes entreprises, les grands patrons devraient prendre conscience de la centralité des politiques de RSE et de la nécessité de les développer, évidemment, en s'accompagnant du Conseil des professionnels de gestion qui documente tout ça. Nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est étudier la vertu comme une politique d'entreprise. Au sens où vraiment, donc, penser la politique d'entreprise comme une stratégie que se fixent les dirigeants des entreprises, mais aussi une prétention qu'ont les entreprises à être reconnues comme des acteurs politiques en tant que tels. Et c'est ce qui nous a conduit à cette problématique d'une sociologie politique de l'entreprise citoyenne autour de ce questionnement qui est en gros pas simplement parce que c'est souvent le cas dans les travaux sur la RSE, ces travaux ont surtout s'intéressé aux externalités des politiques de RSE, aux effets des politiques de RSE sur les communautés, sur l'environnement, etc. Et nous, ce qu'on a essayé d'analyser, c'est comment une politique d'entreprise vertueuse prend forme au cœur même de l'entreprise, comment elle s'institutionnalise dans l'entreprise. Comment, du coup, ça transforme aussi les entreprises, parce que ça peut transformer les voies de promotion dans l'entreprise, les carrières légitimes, etc. Et puis, dans quelle mesure cette prétention de l'entreprise à s'ériger comme un acteur politique, qui soit en capacité d'œuvrer au bien commun, ça a des effets sur les propres salariés de l'entreprise. Que souvent, je vous disais, on s'intéresse plutôt aux externalités des politiques de RSE, mais pas forcément à la façon dont l'incorporation par les entreprises de politiques vertueuses transforme les formes d'engagement au travail, les formes de mobilisation des salariés dans les entreprises elles-mêmes. Finalement, assez peu de travaux qui portent sur ces questions. Alors, je passe sur les cadres théoriques, on peut éventuellement y revenir, mais là, je vois que le temps avance. Donc, l'idée, ça a été dans ce bouquin de documenter à partir de quels acteurs et de quelles activités Decathlon a pu s'affirmer comme une entreprise au service du bien commun au point que sa dirigeante puisse dire que l'objectif principal, c'est pas forcément de faire du profit. Dans quelle mesure et de quelle façon l'entreprise parvient à mobiliser les salariés autour de causes et de valeurs partagées, et comment les salariés investissent-ils ou elles ces prétentions vertueuses en fonction de leur trajectoire et des contextes dans lesquels ils se mobilisent. Un autre questionnement qui est de quelle mesure cette citoyenneté d'entreprise, elle s'articule, elle redéfinit, elle entre en concurrence avec les formes plus classiques de la citoyenneté salariale qui passe par l'engagement syndical dans les instances de représentation du personnel.
Bon, alors tout ça, c'est un questionnement qui est peu abordé dans la littérature. Comme je vous le disais, on se focalise plutôt sur d'autres façons de questionner les politiques de RSE que du point de vue de la façon dont ça transforme les carrières des salariés et les formes de mobilisation au travail. Mais là encore, je ne rentre pas dans le détail. On pourra éventuellement revenir là-dessus dans la discussion. Je voulais simplement, avant de passer la parole à Sidi, présenter justement le cas d'étude. Pourquoi Decathlon? Alors, Decathlon, pour plein de raisons, parce que déjà, c'est une entreprise qui est emblématique de la composition du capitalisme français. Et notamment du tournant de toute une partie du capitalisme français, qui est un capitalisme industriel, notamment dans le nord de la France, autour des grandes familles textiles, vers la grande distribution, qui fait que voilà, c'est un des secteurs dans lesquels le capitalisme français, à travers Auchan, Carrefour, etc., est un des plus performants. Donc Decathlon est emblématique de cette histoire, puisque c'est une société qui est créée en 1976 dans le cadre du tournant vers la grande distribution de la famille Mullier, donc Auchan, Leroy Merlin, enfin, toutes les enseignes que vous connaissez bien, Boulanger, etc. Donc il décline sur le terrain de la distribution spécialisée dans les articles de sport un modèle économique qui était celui de la grande distribution généraliste que les Mullier avaient mis en place avec l'expérience Auchan. C'est une entreprise qui connaît une forte internationalisation dans les années 90-2000 avec la délocalisation de sa production et au rythme de la délocalisation de sa production, la conquête de nouveaux marchés de distribution, souvent production et distribution étant associés dans le développement à l'international de l'entreprise. Au fur et à mesure que la production se délocalise, elle est bien évidemment sous-traitée et l'entreprise concentre ses activités sur la conception des produits sportifs. C'est aujourd'hui 100 000 salariés employés dans environ 70 pays. Voilà, donc c'est un acteur typique de ces multinationales qui peuvent prétendre avoir un impact dans les sociétés où elles s'implantent. Par ailleurs, la vertu d'entreprise, elle a aussi une longue histoire chez les Mullier-Leclerc. Mullier, c'est l'association familiale Mullier dans le cadre de la galaxie dans laquelle est inscrite Decathlon. Leclerc, c'est du nom de Gérard Leclerc, qui est le fondateur de Decathlon, qui est un Mullier par alliance, en fait, dans cette grande dynastie. Pourquoi une longue histoire de la vertu d'entreprise? Parce que la famille Mullier, elle se revendique du catholicisme social avec un certain nombre de valeurs qui sont revendiquées par ses patrons. Et notamment cette idée de l'entreprise comme une grande famille, comme une communauté portée par des valeurs humaines. Le tournant vers la grande distribution, il vient légitimer aussi ce discours de l'utilité sociale de l'entreprise, parce qu'il y a tout un discours sur à la fois la démocratisation de l'accès à la consommation et là, dans le cas de Decathlon, la démocratisation de l'accès au sport. Et puis, il y a aussi cette caractéristique revendiquée qui est d'être un capitalisme familial, non coté en bourse, donc qui n'est pas a priori soumis à un certain nombre de régulations qui sont choisies volontairement par les membres de la famille. Il y a aussi, plus simplement, la volonté de s'inscrire dans une logique de cumulativité scientifique parce qu'il y avait déjà tout un tas de travaux qui existaient sur cette entreprise. Alors, une petite citation de Gérard Mullier qui fait écho à la citation de Barbara Martin Coppola. Nous sommes là pour rendre service et pas pour gagner de l'argent. L'argent, c'est un moyen qui ira à ceux qui rendent service pour leur permettre de rendre de plus en plus de services. Donc, cet ouvrage, il est issu d'une enquête collective, alors d'une ANR qui a produit d'autres publications sur d'autres sujets, mais là, je ne rentre pas non plus dans le détail. Une enquête collective sur Decathlon, donc qui s'inscrit dans ce projet ANR, et qui est une enquête multisituée, qui a été portée par 8 chercheurs et chercheuses, qui sont cités ici, qui sont les auteurs et autrices de l'ouvrage, qui nous a conduit à réaliser plus de 200 entretiens, des observations, notamment une observation participante dont parlait Marcus tout à l'heure, étudier les documents, etc. Tout ça s'est développé sur un certain nombre de terrains, la France, le Mexique, la Tunisie et aussi le Sénégal et dans une moindre mesure l'Espagne pour saisir justement la présence de cette entreprise, les formes d'organisation du travail et les impacts de cette entreprise dans différents contextes. Ça, c'est la référence à tous les travaux. Et alors, ce que j'appelle une méthodologie perspectiviste plutôt que comparative, c'est au sens où on a essayé de saisir cette grande entreprise à travers des points de vue, donc des perspectives un peu diverses,
Donc, il n'y a aucune prétention à l'exhaustivité, hein, on ne dresse pas un portrait de Decathlon. Par exemple, on n'est pas du tout allé explorer l'Asie du Sud-Est, qui est une zone essentielle dans le développement de l'entreprise. Mais l'idée, c'était justement, en partant de cette problématique de la citoyenneté d'entreprise, de voir dans quelle mesure cette problématique qui a été produite en France, elle circule dans les autres terrains d'implantation de l'entreprise, elle est appropriée dans des contextes différents. Voilà. Et à partir de points de vue, d'entrées différentes sur les différents terrains, ça nous permettait de recomposer de manière un peu mosaïque, quoi, une vue plus générale sur l'entreprise. On pourrait y revenir, mais parce que par exemple au Mexique ou en Tunisie ou au Sénégal, on rentre pas du tout dans les terrains par les mêmes côtés. Donc on voit pas du tout les mêmes choses. Ça permet ensuite de faire circuler les réalités. Voilà. Donc tout ça, ça suppose tout un travail de réflexivité sur le rapport au terrain, qui est notamment consigné dans l'annexe méthodologique à l'ouvrage. Voilà. Donc, comme le disait Marcus, en fait, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est avant tout le chapitre 3 d'un plan général du bouquin qui est en gros voilà, les 3 premiers chapitres qui évoquent en fait la façon dont l'entreprise est progressivement amenée à institutionnaliser une politique de RSE, parce que en dépit des discours qui nous expliquent qu'il y a une grande continuité entre le catholicisme social des origines et les politiques de RSE actuelles, en réalité, il y a un certain nombre de ruptures qui sont documentées dans le bouquin. Ensuite, les 2 chapitres, 4 et 5, qui en gros essayent de saisir ce que Decathlon fait de la vertu, c'est-à-dire à la fois justement les usages stratégiques de la vertu, pour montrer que, à l'encontre des déclarations de Barbara Martin Coppola ou de Mullier, la vertu, elle est toujours conditionnée par des objectifs qui sont économiques, mais qui peuvent prendre des formes diverses. Et un autre aspect important, c'est à quel point justement cette injonction pour les salariés de l'entreprise à s'engager dans leur travail au nom de valeurs portées par la communauté d'entreprise, ça peut aller à l'encontre aussi de formes de citoyenneté plus classiques qui reposaient sur l'affirmation d'une autonomie salariale face à l'employeur, qui font exister un antagonisme à l'intérieur même de l'entreprise. Et dans la dernière partie, les fissures dans la communauté vertueuse, donc justement, l'idée c'est un peu de saisir la façon dont ce discours de l'entreprise citoyenne, il est en fait un discours à géométrie variable qui interpelle pas de la même manière tous les salariés, qui s'adresse pas en réalité à toutes les composantes de cette communauté professionnelle. Et un dernier chapitre qui revient sur le fait que le discours de l'entreprise vertueuse, il n'empêche pas tant les formes de mobilisation. C'est pas simplement une stratégie d'intégration de la critique, mais il contribue plutôt à transformer les formes possibles de la critique dans le contexte de l'entreprise, avec des types de mobilisation syndicale qui s'en trouvent un peu redéfinis. Voilà. Et puis l'annexe dont j'ai déjà parlé. Mais ça fait déjà trop longtemps que je parle, donc je passe maintenant la parole à Sylvie. Ouais, et puis c'est des choses aussi sur lesquelles je vais revenir. Alors, on a fait circuler le chapitre 3 parce que c'était celui qui était plus explicitement qui concernait l'international. Mais pour essayer d'un peu varier et pas vous ressortir ce que potentiellement vous avez déjà lu, moi j'ai essayé d'aller traquer justement l'international un peu dans tout le bouquin. Puisque, Karel vous l'a expliqué, on a un peu essayé de prendre l'entreprise comme un tout et donc de tenir de front en fait des analyses qui concernent la France, d'autres qui concernent la Tunisie. Et puis là, j'ai essayé de m'intéresser, à essayer de dissocier un peu les choses et de m'intéresser à ce qu'il y avait d'international dans les différentes parties du livre. Alors déjà, premier élément, une politique vertueuse. Alors qu'est-ce que c'est que cette politique dont on parle? Comment ça se manifeste au sein de l'entreprise? D'abord, au début des années 2000, ce sont des actions locales qui vont de l'organisation de ramassage d'ordures à des partenariats des associations pour du matériel de sport. C'est des actions qui sont notamment portées par la fondation de l'entreprise à travers des employés lambda. Quand je veux dire des employés lambda, ce sont des employés dont ce n'est pas la tâche principale, qui ne sont pas spécialisés dans ce type d'action. Ça se manifeste aussi par, peut-être de façon plus notable, tout un système de normes et de mesures qui sont censées garantir le caractère vertueux de la production de Decathlon. Alors dans le livre, c'est ce qu'on appelle de façon poétique la métrique de la vertu. Et donc c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'importance au sein de l'entreprise, notamment à partir du moment où la loi oblige
à mettre en place toute une série d'audits et de mesures concernant les conséquences sociales et environnementales des entreprises. Donc, on est dans les années 2010. Et donc, la production de tout un ensemble d'indicateurs, de règles, de normes sur voilà, la production de l'entreprise en France, mais aussi à l'étranger. Et puis, ça va se manifester d'une troisième façon, c'est par une frange spécifique du personnel de l'entreprise qui va être dédiée à cette politique vertueuse. C'est ce qu'on appelle les cadres RSE, les cadres responsabilité sociale des entreprises. Donc, ces fonctions, au départ, elles sont occupées par des gens avec un profil assez atypique, on le décrit un peu dans l'ouvrage. Ce sont des gens qui occupent des positions relativement dominées au sein de l'entreprise. Ça part aussi d'initiatives qui sont un peu atomisées, qui sont ensuite reprises par la direction et qui vont devenir des fonctions de plus en plus prisées au fur et à mesure des années, notamment donc, à partir des années 2010, et l'institutionnalisation de ce que je parlais un peu plus tôt, de ce dont je parlais un peu plus tôt, c'est-à-dire la métrique de la vertu. Et donc, il faut bien distinguer deux échelles ici. Karel en parlait un peu. L'échelle individuelle, c'est-à-dire l'affirmation de la politique RSE, elle est portée par des gens qui croient la plupart du temps en ce qu'ils font, les cadres RSE. Ce sont pas des gens qui entretiennent a priori un rapport cynique à ce qu'ils font, à ce qu'ils mettent en place. Et puis, il y a aussi l'échelle de l'entreprise, où ce développement de la politique RSE, il va être lié à des obligations légales nouvelles. Il va correspondre aussi chronologiquement au début de l'expansion de l'entreprise à l'étranger et aux mises en cause publiques, aux scandales associés à ce développement à l'étranger par des ONG, des collectifs. Donc, c'est aussi une réponse à ça. Et c'est aussi une réponse aux besoins d'harmonisation des critères de production que va susciter justement cette expansion à l'étranger. Donc là, on est dans un rapport peut-être un peu plus instrumental, assez politique. Donc voilà, donc ce premier mouvement, de la politique RSE, donc responsabilité sociale des entreprises, au sein de l'entreprise, et qui est lié à l'expansion de l'entreprise à l'international. Ce qu'on montre dans le livre, c'est que pour les pays du Sud, dans lesquels s'implante l'entreprise, donc les pays Tunisie, Mexique, Sénégal, dans les années 2000-2010, ce phénomène il va prendre un tour particulier. Le caractère vertueux de l'entreprise va se manifester par la fusion entre le développement économique de l'entreprise et le développement tout court, ce qu'on appelle le développement tout court. Dit autrement, une fusion entre les intérêts économiques de l'entreprise et ceux des pays dans lesquels elle s'implante. Une fusion dans le discours au moins, on va revenir là-dessus. Et donc, c'est effectivement, donc ça concerne, c'est le chapitre 3 dont on vous a fait circuler. On commence le chapitre 3 par le portrait de celui qui a implanté Decathlon au Sénégal. Et je trouve qu'on peut, on peut tirer pas mal de fils à partir de ce portrait, donc je vais revenir un peu là-dessus. On a changé le nom dans l'ouvrage. C'est quelqu'un qui arrive en 2016 au Sénégal pour développer l'enseigne. Il travaille à Decathlon depuis 6 ans à l'époque. Donc, il a 2 parents d'origine sénégalaise. Il fait des études de commerce. Il commence à se projeter dès cette époque dans des activités de développement au Sénégal avec une association caritative. Il commence par travailler en sortie d'études dans des sociétés de nettoyage. Mais il y a quelque chose qui le gêne dans ce qu'il peut faire. Notamment dans la façon dont les gens sont traités. Les gens qui sont essentiellement originaires d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord, et il y a quelque chose qui le gêne dans cette activité. Il quitte cette entreprise de nettoyage pour Decathlon, qu'il a déjà rencontré lorsqu'il était en alternance. Et donc, il va intégrer l'entreprise, gravir les échelons jusqu'à diriger l'un des magasins phares de l'entreprise en région parisienne. Et donc, cette position, elle va lui permettre d'entrer en contact direct avec les dirigeants de l'entreprise, alors que l'entreprise est en pleine phase d'expansion et tente d'ouvrir des marchés en Afrique subsaharienne. Et donc, il va, en quelque sorte, les convaincre, en tout cas si on suit son discours, d'ouvrir le marché sénégalais. Donc, lui, il vise cette opportunité comme une étape supplémentaire dans son ascension au sein de l'entreprise, mais aussi comme un moyen de participer au développement du pays de ses parents, qui est aussi accessoirement le sien. Et donc, on voit bien dans son discours, en tout cas quand on discute avec lui,
L'enjeu, c'est d'ouvrir des marchés, mais c'est aussi de promouvoir le sport le plus grand nombre. Hein, donc là, on est voilà, développement, de fournir des conditions salariales supérieures à la moyenne pour les employés locaux. Hein, développement aussi, de donner la possibilité à du personnel local de progresser au sein de l'entreprise sur la base de leur simple motivation, d'éveiller la conscience citoyenne des salariés, de les pousser à l'émancipation, d'agir au travers de l'entreprise en lieu et place d'un État qui est perçu comme défaillant. Et donc ce profil, il est aussi mis en avant par l'entreprise dans toute sa communication. Voilà, il y a un livre qui a été écrit où voilà, on parle de ce profil sur le site aussi. Voilà. Parce qu'il résonne aussi avec les premiers pionniers de l'expérience Decathlon. Hein. Voilà, c'est lui qui arrive avec un conteneur de marchandises, etc. Donc ça résonne aussi avec les débuts de l'entreprise. Il est repris donc, par l'entreprise, c'est ce que je disais, avec lui, l'ensemble des cadres qui sont en charge d'implanter les magasins, enfin le profil du Smile Job, il correspond en fait à l'ensemble des cadres qui vont participer à l'implantation du magasin au Sénégal. Elle est assurée par des cadres dont en fait les socialisations antérieures qui vont être plus sensibles de par leur socialisation antérieure au type d'engagement qui est proposé par l'entreprise. Ce qui va permettre ça, ce sont des origines familiales, hein, dans le cas que je viens d'évoquer, mais c'est aussi parfois une fibre sociale qui peut se manifester par un engagement associatif. C'est encore le cas dans le cas que je viens d'évoquer. Ça peut aussi rencontrer une éducation religieuse. Hein, voilà, et ce sont des cadres qui, pour la plupart, se sont distingués au sein de l'entreprise et dont l'accès à l'international va constituer une espèce de récompense, hein, va couronner en fait un parcours d'excellence, pour reprendre un peu les termes de l'université, du monde universitaire. Et du fait de leur parcours, ce sont des gens qui sont donc extrêmement loyaux à l'entreprise et qui ont toutes les raisons de l'être, puisque jusqu'ici leur engagement a été récompensé. Ces cadres, ils viennent de France, donc ils vont incarner l'idéal décathlonien de fusion entre voilà, le développement économique et le développement du pays. Ils le font pas seulement pour la com externe de l'entreprise, hein, ils le font aussi, c'est aussi le cas, pour les employés locaux de l'entreprise. Leur mission à ces cadres, ça va être de convertir, j'emploie à dessein le vocabulaire religieux, les employés locaux, hein, de leur faire voir la vie en bleu, on prend cette expression dans le livre. Voilà, donc ça passe par entretenir des moments de convivialité en dehors du travail avec ces employés locaux. Ça passe aussi par des voyages initiatiques au siège social de l'entreprise, des formations, hein, mais aussi des événements sportifs ou encore la participation à des événements type des collectes d'ordures. Voilà, c'est ce qu'on décrit bien dans le cas du site, je crois, voilà, dans le livre. Et donc, il faut aussi pas négliger le poids des origines géographiques, hein, de ces cadres qui sont pour la plupart viennent de France et qui incarnent avec l'entreprise une certaine forme de modernité, hein, du fait de leur pays d'origine. On est dans des contextes post-coloniaux. Et donc, ce discours, il va d'autant plus porter qu'il va coller aux caractéristiques sociales des employés locaux. Au Mexique, par exemple, hein, ça va être la socialisation religieuse qui est très importante pour expliquer l'adhésion de ces employés locaux à la logique décathlonienne. Il y a aussi, donc on a évoqué la religion, on peut évoquer aussi des engagements caritatifs dans le passé. Là, on retrouve aussi les mêmes logiques que les cadres. Et donc aussi des logiques, des parcours d'excellence au sein de l'entreprise qui viennent être récompensés, hein, et donc une certaine forme de loyauté à l'entreprise. Donc exactement les mêmes logiques en fait qui se répliquent, hein, et pour ces cadres internationaux, les mêmes logiques se répliquent pour les cadres locaux. Ouais. Donc dans un tout dernier temps, oui, il ne reste plus beaucoup de temps. Et en forme de conclusion, il me semble bien important de revenir sur les limites et les contradictions un peu de cette posture vertueuse de l'entreprise. Alors, on va partir du plus évident pour aller vers le moins évident. Toute cette production institutionnelle, discursive,
autour de la vertu de l'entreprise, il faut bien se dire qu'elle est systématiquement subordonnée, car tu disais en introduction, à la logique marchande. La vertu n'est possible que dans la mesure où elle sert, où elle maintient, où elle n'entrave pas le profit économique. L'exemple typique, hein, c'est ce magasin qu'on ouvre en grande pompe dans un quartier défavorisé au Mexique, voilà, en disant l'accès au sport pour tous, puis qu'on finit par fermer, non, parce que voilà, il n'est pas rentable. C'est un exemple parmi d'autres. La vertu, elle a une fonction, hein, c'est, je l'ai dit un peu au début, désamorcer la critique lorsque l'implantation de Decathlon peut être controversée, accroître les débouchés commerciaux de l'enseigne, hein, accompagner l'expansion de l'entreprise à l'étranger. Ça va être cette politique vertueuse, elle va être l'occasion de nouer des partenariats avec des clubs locaux, par exemple, hein, pour voilà, faire une certaine publicité en fait aux produits de l'entreprise. Ça va être aussi l'occasion de nouer des relations avec les pouvoirs publics dans des contextes où ça peut avoir un rôle stratégique, hein, c'est en faire du lobbying en quelque sorte. Donc une vertu, voilà, logique marchande, donc qui s'effectue dans le cadre d'une logique marchande. Second point moins évident, cette attitude, ce discours, ces institutions autour de la vertu et de l'entreprise, ce sont aussi des outils de disciplinarisation des employés de l'entreprise. Alors là, il convient de distinguer la France des autres pays qu'on a investigués, hein, Tunisie, Mexique, Sénégal. Dans le cas de la France, l'un des principaux résultats de l'enquête, c'est de dire que cette politique, elle sert aussi à disqualifier certains types d'engagement par rapport à d'autres. En d'autres termes, très bien, si vous engagez dans le cadre de la politique RSE, moins attention quand même à l'engagement syndical. Et donc, ça se voit à la façon dont sont gérées les instances de représentation du personnel, on revient là-dessus dans le page. L'évacuation ou la disqualification de l'engagement syndical, il fait moins sens dans des contextes comme ceux de la Tunisie, du Mexique, du Sénégal. Des contextes où, en fait, il n'y a pas d'implantation syndicale au sein de l'entreprise, et on peut lier ça, voilà, à des contextes plus généraux, en fait, de faiblesse des organisations syndicales par rapport à contexte français. Ce qui joue à fond, en revanche, dans les contextes français et étrangers, c'est le rôle que ces institutions, donc de vertu de l'entreprise, de politique voilà, sociale de l'entreprise, vont jouer dans le tri des employés. Hein, la capacité à se fondre, à adhérer ou non à ce discours va être un critère de progression au sein de l'entreprise. L'adhésion ou non à ce discours va être utilisée comme un critère d'évaluation, de distinction entre les bons et les mauvais employés locaux, pour faire le tri en quelque sorte, hein, donc un outil de mesure du dévouement à l'entreprise. Et puis, troisième point, et je vais terminer là-dessus, hein, tu l'évoquais, Farrell, c'est la fin du bouquin. Tout ça, ça n'empêche pas la critique, hein, ou la contestation. En revanche, ça vient la formater. Hein, il y a une espèce d'économie morale, en fait, de la contestation au sein de l'entreprise. Donc, on développe plusieurs cas, voilà, aussi bien en France qu'en Tunisie qu'au Mexique, de personnes qui vont exprimer, contester la logique de l'entreprise au nom des valeurs défendues par l'entreprise. Et donc, essayer de placer l'entreprise en face de ces contradictions et des limites voilà, entre la vertu et la logique marchande. Donc, ça peut, voilà, la plupart du temps, hein, en tout cas, voilà, dans les cas qu'on a observés, ça a fini par de l'exit, hein, en fait, et c'est des gens qui progressivement sont amenés à quitter l'entreprise ou qu'on fait quitter l'entreprise. Voilà, je m'arrête là, mais voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation. Donc, je vais essayer de partager quelques observations en fait que moi j'ai pu faire à la lecture, à la fois du chapitre qui a été distribué, mais je n'ai pas pu m'empêcher à lire l'introduction aussi parce que parce qu'elle donne quand même beaucoup, elle donne un peu les cadres analytiques qui derrière. Donc c'est un ouvrage vraiment très riche à la fois par ses observations du terrain, mais aussi vous l'avez aussi théoriquement. Donc je vais peut-être
faire quelques remarques ou quelques interrogations peut-être sur les aspects un peu plus que Karel a évoqué tout à l'heure. Donc, tu as bien, enfin, t'as situé votre approche de la citoyenneté ou de l'entreprise citoyenne, en fait, enfin, une approche qui refuse en fait deux écueils dans nos sciences sociales. Donc, d'un côté, les travaux gestionnaires, qui a un rapport essentiellement affirmatif avec les dispositifs de la RSE. Donc, alors que dans les faits, les pratiques économiques qu'on observe restent quand même assez stables. Et d'un autre côté, les travaux qui donc dénoncent la mise en scène de la vertu comme une espèce de spectacle, hein, donc à l'exemple du greenwashing. Donc, votre méthode, telle que moi je la comprends, elle consiste donc à prendre au sérieux euh, les effets de l'entreprise vertueuse, notamment sur le travail et les travailleurs, hein. Et la vertu, tu l'as dit là tout à l'heure, Karel, elle relève pour vous du registre de la politique, hein. Donc à la fois le volet stratégie de l'entreprise à proprement parler, mais aussi asseoir l'entreprise en tant qu'acteur dans l'espace social et politique. Donc, euh, donc moi, personnellement, en vous lisant, j'avais un peu j'avais spontanément vu un peu une certaine familiarité avec la notion de technologie des pouvoirs de Michel Foucault, donc compris comme un ensemble de techniques, donc des méthodes, des dispositifs, des pratiques, des savoirs, donc qui vont produire des effets réels sur les corps, sur le comportement et sur les conduites des individus et des populations, hein. Donc, on est en tout cas, ce que je trouve très intéressant, dans une approche qui met en avant les effets productifs, hein, du pouvoir, hein. Donc, qui, chez vous, me semble rester pour autant fermement dans les mains du management, hein. Je l'ai dit un peu comme ça, c'est peut-être aussi un point d'éclairage ou de discussion. Donc dans cette approche, ce qui donne la chair à la réalité de l'entreprise citoyenne ne sont pas uniquement les idées, les pratiques et les dispositifs, hein. Donc vous mettez, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, et c'est apparu clairement aussi, donc vous mettez en avant dans ce chapitre-là la mise en place d'un terrain de playground sportif sur un toit de Décathlon dans un magasin à Dakar, la pratique sportive pendant les heures de travail, si j'ai bien compris, nettoyage de rives, etc. Donc dans ce contexte, je me suis demandé dans quelle mesure donc ces discours, initiatives et pratiques vertueuses, qui vont bien au-delà de la vente des articles de sport qui sont susceptibles à initier, enfin, à faire mobiliser les gens pour faire du sport. Donc, et quelque chose de systématisé. Moi, j'ai cru le comprendre un peu là tout à l'heure, mais c'est peut-être un point de d'éclairage. Aussi parce que vous utilisez la notion de politique, donc ça laisse quand même penser à quelque chose de réfléchi, de stratégique, et aussi de quelque chose peut-être de centralisé, hein. Donc, et en effet, vos observations de différents terrains nationaux amènent quand même à l'idée qu'il y a une certaine convergence de ces pratiques, qui, mais en même temps, doivent être toujours adaptées à des réalités locales spécifiques, hein, parce que la situation n'est jamais la même. Vous mentionnez la fondation Decathlon, qui semble jouer un rôle comme lieu de production, au moins des discours, mais peut-être aussi des formations. Euh, voilà, donc c'est aussi la question, donc si ça vient dans nous, essentiellement, dans quelle mesure aussi il y a un mouvement qui peut venir d'en bas. Donc dans quelle mesure est-ce que les salariés sur place sont en mesure de proposer eux-mêmes des initiatives qui témoignent de cet esprit d'entreprise, et où sont éventuellement les limites, hein. Est-ce que vous avez constaté vous-même, par exemple, des conflits autour de la mise en œuvre de ce type de euh, initiative? Donc, je n'ai pas mis mon
ma montre ici, donc je continue un peu et après je vais m'arrêter. Donc, ce que je trouvais intéressant aussi dans votre approche, c'est la parenté avec les associations qui opèrent dans l'économie sociale et solidaire. Hein. Donc, c'est quelque chose qui, dans ce que j'ai lu, n'est pas vraiment explicité, mais on a quand même l'impression que les frontières en ce qui concerne donc la mise au travail des salariés sont quand même très floues. Bon, on le sait, les associations, elles sont également dépendantes d'un discours sur le sens citoyen de leur activité pour mobiliser leur main-d'œuvre, donc pour l'attirer, mais aussi pour lui faire accepter des conditions de travail qui peuvent être souvent carrément extra-légales. Hein. Donc, est-ce que vous avez observé euh, ce type d'excès, hein, plus ou moins systématique ou plus ou moins accepté par les salariés au nom de la vertu chez Decathlon? Ou est-ce que de ce point de vue-là, le statut de l'entreprise lucrative est peut-être plus protégeant que celui de l'association. Euh, un mot, mais peut-être sur le syndicalisme, bon, vous en avez parlé déjà un peu ici. Donc, on a bien compris, dans une entreprise attachée à la vertu citoyenne, l'activité syndicale, ou plus généralement revendicative, elle peut paraître comme un contresens, donc potentiellement à combattre, comme c'était d'ailleurs longtemps le cas chez Decathlon, d'après ce que moi j'ai compris. Bon, donc en même temps, la vertu citoyenne pourrait représenter aussi une ressource de mobilisation. Je pense que vous avez, j'ai cru comprendre ça tout à l'heure. Donc pour s'indigner et mobiliser contre les conditions qui sont loin de ce que les salariés peuvent attendre d'un travail citoyen. Donc, est-ce que vous avez, de ce point de vue-là, observé des spécificités du syndicalisme chez Decathlon? C'est certainement une question qui est traitée ailleurs dans l'ouvrage, mais je ne l'ai pas lu assez. Peut-être, mais peut-être juste un dernier point. Euh, oui, peut-être sur la question quand même sur la question de l'engagement à l'étranger. Hein. Donc, on comprend ainsi que la maîtrise du discours sur l'entreprise citoyenne est une condition pour être reconnue comme bon des décathloniens et de pouvoir faire carrière en même temps. Hein. Donc les carrières à l'international, vous les décrivez aussi dans le chapitre, elles offrent aussi beaucoup d'avantages, de gratification symbolique, mais aussi matérielle. Donc il y a un très haut niveau de rémunération, de consécration. Elle peut être une consécration professionnelle et sociale. Ça propose des cadres de vie enviables à l'égard des standards nationaux au Mexique, par exemple, dans les gated communities. Il y a un logement de fonction, la formation professionnelle pour les conjoints, etc. Donc, en vous lisant là, je vais quand même, je me suis quand même posé la question, comment est-ce que on peut résoudre cette tension entre des usages un peu stratégiques ou instrumentaux de l'entreprise vertueuse et leurs aspirations un peu authentiques. Hein. Donc, est-ce que en réalité, il s'agit plutôt d'un problème analytique, donc entre les niveaux d'analyse, entre acteurs et structures, ou est-ce que c'est peut-être aussi une question de différence des trajectoires? Donc, il y a différents types des expatriés, ceux qui sont plus ou moins engagés d'une façon authentique, ou ceux qui, ou est-ce qu'il y en a qui mobilisent ces discours tout en sachant qu'il sera un mobile, en fait, pour faire avancer leur propre carrière. Donc, je vais m'arrêter là et donner la parole à Sana pour ses... Mais du coup, c'est un peu, pour moi, c'est très représentatif de vous entendre parler parce que c'est vraiment l'expérience qu'on peut vivre en magasin chez Decathlon en France. Donc, moi, le petit, on va dire, la vue que je peux apporter, c'est la vue interne de l'entreprise.
Donc, quand on rentre chez Decathlon, c'est vrai qu'on met très en avant les valeurs humaines de l'entreprise. C'est les premières valeurs qui sont dites, que ce soit sur les entretiens d'embauche ou même sur la validation tout au long de son parcours en tant que salarié et sur le premier step de vendeur. Donc, en fait, c'est vrai que c'est des valeurs qu'on va mettre en avant, les valeurs de l'entreprise et les valeurs humaines, les valeurs de responsabilité, de générosité. Donc, c'est vraiment des valeurs qui sont mises en avant et c'est vraiment ce critère-là qu'on recrute et aussi qu'on maintient le socle un peu interne à l'entreprise. Et tout au long de son évolution, si on veut évoluer chez Decathlon, on nous fait bien comprendre que ces valeurs-là sont vraiment des valeurs importantes sur les différents steps. Et sans ces valeurs de générosité, de responsabilité, que dans le gilet bleu, c'est sans ces valeurs-là, on ne peut pas évoluer et on ne représente pas l'entreprise, nous ne sommes pas un bon décathlonien. Donc, grâce à ces valeurs, on unit un socle et ce socle-là peut évoluer. Et donc, du coup, tout au long de son parcours d'évolution, ça nous met en condition sur la pensée unique, un peu. C'est un peu ce que vous disiez, c'était un peu cette pensée unique que on est un bon décathlonien et donc, du coup, on va pouvoir, comment dire, repartager et faire évoluer déjà en France son salarié et les personnes de l'entreprise dans cette optique-là. Donc après, sur tout le long de l'évolution, c'est un peu récompensé sur les différents steps que si on a bien cette pensée unique et on nous indique bien qu'on a notre propre métier, mais face à ce métier, on doit avoir des responsabilités, donc les responsabilités sociétales, donc que ce soit au niveau de l'humain, au niveau du développement durable, ce qui est évoqué dans le livre. Et c'est toutes ces petites choses où on dit si on a ce petit plus, bah, on peut réussir et on est vraiment ancré dans la société. Par la suite, comme on en parle sur les expatriés, c'est qu'en fait, une fois qu'on a vraiment bien assimilé ces valeurs, ou un peu comme vous le disiez, le monde bleu de Decathlon, on a une autre expression que je vais éviter de dire, mais je pense qu'il est très connu. Mais du coup, une fois qu'on a vraiment le sang bleu, pour parler très poliment, mais du coup, une fois qu'on a bien le sang bleu, l'entreprise est vraiment bien entrée en nous. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se dit, bah, cette personne-là elle va pouvoir déteindre le bleu dans le monde entier. Et donc, du coup, la couleur bleue va pouvoir aller. On part dans des pays où on est un peu comme, je vais un peu mettre des guillemets par rapport à ça, mais c'est un peu l'esprit de colonisation des pays en voie de développement et qu'en fait, on arrive sur la valeur sport en disant bah, quoi rendre le sport accessible à tous par la valeur humaine. Et donc, du coup, on arrive dans ces pays-là pour pouvoir développer le sport, mais aussi un peu en développement et en voulant imposer la culture de Décathlon, qui est un peu la culture aussi française. Et du coup, sur tout cet aspect, on va dire, social, quand on arrive dans un pays. Et donc, sous ces valeurs-là, parce qu'il y a quand même une valeur économique, donc du coup, on va quand même développer la valeur économique de l'entreprise pour pouvoir faire du chiffre d'affaires. Et qu'à partir de moment, comme on l'évoque dans le livre, à partir de ce moment, si la valeur économique n'est pas bon, ben, on s'arrête là et on remballe et on rentre chez soi. Donc c'est un peu c'est ce que vous expliquez très bien dans le livre. Et c'est vrai que sur la partie un peu en opposition où on arrive la partie syndicaliste chez Decathlon, donc c'est vrai qu'après, une fois que on évalue et en fait on a cet aspect critique sur la société parce que sous couvert de RSE, mais en fait on infériorise les droits des salariés et en fait surtout les droits que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc, du coup, les droits, en fait, à se plaindre. Et en fait, si on se plaint, c'est qu'on est bien en opposition à l'entreprise et pas dans les valeurs, même si la plainte est justifiée par des valeurs humaines. Donc, voilà ce que je peux dire un peu sur Decathlon. Et c'est un peu tout cette... Et en fait, en tuant, on va dire, le noyau vraiment dès le départ, ça empêche la rébellion et ça empêche, en fait, d'avoir cet aspect critique sur l'entreprise et cet
un aspect critique qui peut parfois juste développer aussi l'entreprise, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est critique qu'on n'est pas avec, mais du coup, c'est la sensation qu'on donne dans cette entreprise-là, que si on critique, c'est qu'on est forcément en opposition, et c'est en fait, on tue les critiques sur la valeur humaine pour pouvoir imposer au mieux les stratégies économiques de l'entreprise. C'est ce que je pourrais apporter. Donc après, moi, forcément, comme vous avez, moi, j'ai un peu l'aspect juste français. Donc c'est vrai que sur la partie internationale, c'est un peu la question que je me pose. C'est comment la culture est vraiment mise dans ces pays-là et comment dire, et comment font-ils en fait pour canaliser? Parce que ici, à faible niveau en France, c'est une culture, on va dire, d'entreprise. Donc, quand on vous dit, vous pouvez, si vous n'êtes pas en accord avec la stratégie ou avec la valeur de l'entreprise, on vous pousse vers la sortie ou on vous invite à partir. Mais dans un pays, comment Decathlon arrive justement à s'imposer dans ce pays en disant, en fait, parce que là, potentiellement, si dans un pays comme le Maroc ou le Sénégal ou le Mexique, si on est en opposition avec la stratégie de l'entreprise, avec les valeurs, comment on arrive à éjecter la culture du pays au profit de la culture Decathlon? C'est plus dans cet aspect-là qui m'intéresse. Comment est-ce que, d'un point de vue économique, Decathlon décide de fermer un magasin parce qu'il ne fait pas de chiffre? Mais au-delà de ça, même s'il fait du chiffre, comment il arrive à intégrer au-delà de la culture du pays et qui parfois peut être aussi une culture je prends en exemple le Sénégal ou le Maroc, qui peut être aussi des cultures religieuses. Un peu dans ce domaine-là que je m'interroge aussi un peu.